Chambol, vous êtes polytechnicien, vous êtes diplômé de la prestigieuse École nationale des ponts et chaussées, et vous êtes girondin d'abord, c'est-à-dire que vous aimez le Bordeaux, ce qui est déjà de bon augure. Vous avez commencé votre carrière dans les ports, à Fort-de-France, à Sète, à Bayonne. Vous êtes entré au cabinet de Michel Dornano, qui était à l'époque ministre de la Culture et de l'Environnement. Ça devait être dans l'hôtel de la Marine à cette époque-là, hein, il me semble. Ensuite, vous avez été directeur des eaux et de la prévention des pollutions. Et puis, vous êtes entré comme cadre dirigeant à la Lyonnaise des Eaux et à Suez. Et là, vous avez mis le doigt dans cette énorme affaire du canal de Suez. Vous avez une retraite très active puisque vous avez participé, vous avez présidé des conseils, des commissions pour le plan, pour l'OCDE, pour le MEDEF. Vous avez rédigé des rapports sur l'environnement et l'énergie. Vous êtes membre de l'Académie des technologies. Vous êtes membre de plusieurs groupements interacadémiques pour le progrès des sciences. Donc vous êtes toujours très actif. Et puis vous avez présidé l'association du souvenir de Ferdinand de Lesseps et du canal de Suez. Alors, pour moi, c'est ce qui nous rapproche. C'est pour ça que vous m'avez demandé de vous présenter. Je suis heureux de saluer la présidente de l'association et de lui souhaiter la bienvenue à la Société de géographie. C'est une association que j'ai connue, que je voudrais en dire un mot parce que je voudrais vraiment dire tout le bien que je pense de cette association du souvenir de Ferdinand de Lesseps du canal de Suez, qui est véritablement une ambassadrice de la France en Égypte. J'ai été frappé de voir les relations et le crédit de cette association auprès des autorités égyptiennes, en particulier du ministère de la Culture et des Antiquités, en particulier vis-à-vis de la direction générale du canal de Suez. Et il y a une douzaine d'années, j'ai eu l'honneur de présider une commission à la demande du président, de l'amiral Mamiche, pour vérifier la faisabilité de la restauration de l'ancien immeuble de la Compagnie universelle à Ismaïlia, pour la transformer en musée. Nous sommes partis avec une commission spécialiste de toutes les spécialités nécessaires, et on a fait un rapport pour donner des préconisations pour la restauration de cet immeuble qui est étonnant. C'est vraiment un souvenir de la France et de Ferdinand de Lesseps au cœur de l'Égypte. Et puis pour donner des idées sur un musée. Bon, ensuite, ça n'a pas eu de suite tout le temps parce que l'année suivante, le maréchal Sissi a demandé à l'amiral Mamiche, il lui a donné 1 an pour doubler le canal de Suez, donc il y a eu autre chose à faire que de s'occuper d'un musée. En tout cas, voilà, moi je voudrais dire vraiment tout le plaisir que j'ai à accueillir avec vous cette association du souvenir de Ferdinand de Lesseps du canal de Suez. Vous souhaitez la bienvenue dans cet immeuble qui est véritablement le vôtre, hein, parce que, encore une fois, Ferdinand de Lesseps est là et vous écoute. Alors, nous vous écoutons. Je dois dire que je n'avais pas imaginé, en proposant cette modeste conférence à la Société de géographie, qu'elle viendrait se télescoper avec le Liberation Day de Mr. Trump. Comment faut-il réagir? Je crains que ce que je vais vous raconter ne vous aide pas dans l'analyse de cette guerre commerciale stupide et folle et dans la mise au point de la meilleure des réactions. En disant ces quelques mots, je sais que je suis banni des États-Unis. Comment prendre cette guerre? Comme Talleyrand, penser que tout ce qui est excessif est insignifiant? Ou comme Lord Acton, que si le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument. Quant à moi, je vais vous parler du passé. On ne peut pas le refaire en principe, même si c'est encore ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, où on veut même refaire le passé. On peut du passé tirer des enseignements, et je pense que l'attitude de Lesseps face à la perfide Albion peut sans doute en fournir de ces enseignements. Je voudrais d'abord remercier la Société de géographie de nous accueillir dans ce bel amphithéâtre, notamment son vice-président, l'amiral Bellec, son trésorier Jean-Luc Schilling et sa directrice Sylvie Rivet, malheureusement absente pour des raisons médicales. Je remercie les participants, venus nombreux, membres de la Société de géographie ou membres de l'association du souvenir de Ferdinand de Lesseps et du canal de Suez, ou encore de l'Académie des technologies,
ainsi que mes amis ici présents. J'espère qu'ils seront encore mes amis après cet exposé. Pourquoi ce sujet et pourquoi ici ? Alors ici, parce que Lesseps a été dans les années 1880, presque 10 ans, un grand président de la Société de géographie. Et d'ailleurs, on peut voir son nom sur les plaques de marbre qui sont ici, et on peut voir son nom au plafond de l'autre côté. Alors, pourquoi le sujet ? Eh bien, parce que c'est dans les conflits que la femme ou l'homme se révèle le mieux et qu'on peut le mieux cerner leur caractère. C'est une guerre de 15 ans qui a duré de 1854 à 1859 que Lesseps se livrera en diplomate, en homme d'action et en chef d'entreprise. Avant de continuer, je voudrais rendre hommage à Guylain Diesbach pour sa magnifique biographie de Ferdinand de Lesseps et rendre hommage à cet homme qui nous a quittés il y a un peu plus d'1 an et qui était un modèle d'érudition et de courtoisie. Il avait déjà d'ailleurs écrit un livre sur ce thème de la courtoisie. Alors, normalement, là, je vous passe la photo suivante qui vous montre les protagonistes. Alors, cette slide est consacrée uniquement à Ferdinand de Lesseps. J'ai mis à gauche la reproduction d'une aquarelle qui est dans les mains de l'Association pour le souvenir de Ferdinand de Lesseps et du canal de Suez. Lesseps a 30 ans, il est vice-consul en Égypte et c'est le début de sa relation avec Saïd Pacha, qui deviendra donc vice-roi d'Égypte, et que son père, Mohamed Ali, ou Mehmet Ali, suivant qu'on parle turc ou qu'on parle égyptien, traitait avec rudesse. En particulier, il lui refusait parfois de la nourriture parce qu'il avait une tendance à l'embonpoint et il ne voulait pas qu'il grossisse. Et Saïd Pacha allait se réfugier. C'est Ferdinand de Lesseps qui lui donnait donc des compléments, et en particulier, on parle toujours d'un plat de macaroni, et on dit parfois qu'il a obtenu, Ferdinand de Lesseps, la concession du canal pour un plat de macaroni. Ça rappelle le plat de lentilles de l'Ancien Testament. Donc, à droite, Lesseps a 87 ans, il est encore droit comme un i. C'est un homme qui a eu une santé de fer, absolument, et qui s'est pratiquement bien porté toute sa vie. Et il est mort en 1894 à 89 ans. Il a 49 ans en 1854, quand commence cette guerre, et 64 ans en 1869, quand elle se termine. Alors, l'autre côté des protagonistes, d'abord, d'où vient l'expression perfide Albion ? Albion vient d'Alba, blanc en latin, à cause des falaises de Douvres. C'est la raison pour laquelle je vous ai montré cette photo que je n'ai pas prise du tout des falaises. Le contentieux avec l'Angleterre remonte à la guerre de 100 ans. Il a connu de nombreux épisodes. C'est seulement en 1793 que se forge cette expression de perfide Albion. Ce sont 2 mots associés qu'on utilise souvent dans cet ensemble. À droite, Lord Palmerston, né en 1784, mort en 1865, il ne verra donc pas l'achèvement du canal. Il a 70 ans en 1854. Il sera Premier ministre du Royaume-Uni de 1855 à 1858, puis de 1859 à 1865. De lui, on disait qu'il n'avait pas d'amis, seulement des intérêts. Alors, cette lutte, cette guerre, ce combat, cette lutte entre Lesseps et l'Angleterre s'engagera sur plusieurs fronts. En Égypte, où règne Saïd Pacha, puis Ismaël Pacha, à Londres, le Londres de la reine Victoria et du Premier ministre, mais aussi à Constantinople, où règne le sultan, pour obtenir son accord, car Saïd Pacha n'est que vice-roi, et enfin à Paris. Bien sûr, il y a des liens entre ces différents fronts, ils sont traversés par la même chronologie,
Et pour bien comprendre ce qui se passe dans ces différents fronts, il faut se souvenir de quelques repères. Donc ces repères, c'est novembre 1854, où Saïd Pacha donc, charge Lesseps de percer l'isthme de Suez. 1856, contrat de concession plus explicité et constitution de la Compagnie universelle et approbation des statuts par le vice-roi. En 1858, fin 1858, c'est la souscription des actionnaires, donc la compagnie est constituée et elle a de l'argent. 1859, le premier coup de pioche officiel. 1859 encore, c'est une année charnière. Le divan reconnaît l'intérêt du canal pour l'Empire ottoman, mais le firman du sultan n'est toujours pas délivré. 1863, mort de Saïd Pacha, avènement d'Ismaïl Pacha. Donc, Ferdinand de Lesseps perd un ami, mais retrouve un vice-roi qui a également le titre honorifique de Khedive et qui continuera à soutenir le projet. 1866, le 19 mars, le sultan signe le firman d'autorisation des travaux, donc 6 à 7 ans après le premier coup de pioche officiel, ce qui peut paraître une anomalie, bien sûr. Et puis, enfin, 18 novembre 1869, l'inauguration du canal. Le premier contrat de concession qui est signé le 30 novembre 1854 commence par ces mots « notre ami Ferdinand de Lesseps », etc. Donc ça montre bien tout le poids de cette amitié dans la concession du canal. Alors maintenant, je vais vous parler du front de l'Égypte. Donc dans le front de l'Égypte, je vais citer d'abord deux événements importants, puis le premier coup de pioche, qui est une sorte d'inauguration du début des travaux, et puis ensuite des lettres vizirielles tentant d'arrêter des travaux qui sont un peu la conséquence du coup de pioche, et enfin, je parlerai de l'interdiction du travail forcé, qui est souvent évoquée à l'occasion de cette opération. Je vous montre là un tableau de Narcisse Bercher, peintre orientaliste. Lesseps était pour son époque très en avance en matière de communication. Il commissionnera de nombreux artistes pour illustrer la grande aventure du canal, et c'est le cas de cet excellent peintre orientaliste qui, à l'invitation de Lesseps, passera 5 mois dans l'isthme en fin 1861 et début 1862. Cette image est une reproduction d'une bonne copie d'un original, propriété de l'association Souvenir de Ferdinand de Lesseps et du canal de Suez. L'association en question, qui est ici représentée par sa présidente et par de nombreux personnages éminents de l'association, possède en fait, détient le patrimoine qui entretient le souvenir et qui témoigne de cette extraordinaire opération du XIXe siècle. Alors, le front, je reprends maintenant l'entrevue entre Saïd Pacha et M. Green, consul d'Angleterre en Égypte, et des escarmouches dans l'isthme. Le 11 décembre 1858, Mr. Green, consul d'Angleterre en Égypte, demande une entrevue au vice-roi d'Égypte, Saïd Pacha. Il est immédiatement reçu. Pourquoi il est immédiatement reçu? C'est parce que les consuls ont beaucoup d'importance en Égypte à cette époque. Ils ont d'ailleurs une compétence juridictionnelle sur leurs ressortissants, et par contre, ce sont des personnes que le vice-roi considère et soigne. Il est reçu. Le vice-roi ne sera pas tellement récompensé d'ailleurs de ce geste, car Mr. Green lui dit « Du fait de la concession que vous avez accordée à M. de Lesseps, vous allez vous trouver dans la plus grande perplexité, j'aime bien ce terme de perplexité qui peut laisser perplexe,
mais c'est sans doute un euphémisme de courtoisie dans la bouche du consul qui pense à bien autre chose que de la perplexité, mais il n'ose pas utiliser le mot qui pourrait bien définir la situation, et il complète en disant « Il serait bien temps de désavouer votre mandataire ». C'est clair et net. Ça, c'est plus du langage diplomatique. Alors, Saïd Pacha lui aurait répondu « C'est à tort qu'en Europe, on attribue à M. de Lesseps seul le percement de l'isthme de Suez. C'est moi qui en suis le promoteur. Jusqu'à ce jour, il n'a fait que suivre mes instructions. J'ajoute que ce qui m'a déterminé, c'est le désir d'honorer mon gouvernement, d'illustrer mon nom et de servir les intérêts de l'Empire ottoman, dont l'Égypte fait partie. » Il va de soi que l'intervention de Mr. Green est complètement contre-performante, puisqu'elle donne l'occasion justement au vice-roi de soutenir Ferdinand de Lesseps, et il aurait mieux fait de se passer d'aller voir le vice-roi, ce Mr. Green. Maintenant, allons dans l'isthme de Suez. Je vous en ai montré une peinture. C'est un paysage de dunes traversé par des caravanes et des troupeaux. 3 ou 4 mois après la sortie de Mr. Green, 2 incidents surviennent que Lesseps raconte avec humour en les mettant en relation avec cette entrevue. Nous sommes en mars 1859, donc 3 mois après. Voici le premier. Mr. Waln, consul au Caire, donc collaborateur de Mr. Green, a été parvenu à faire défendre au chef des chameliers de fournir à Lesseps les 60 chameaux qui lui étaient nécessaires pour une expédition dans l'isthme. Réaction de Lesseps. Je fis venir à mon hôtel le chef des chameliers, je l'enfermai avec moi dans ma chambre et je lui fis une telle peur qu'il se jeta à mes pieds, m'avoua qu'il avait reçu l'ordre de ne pas fournir les chameaux et me supplia de ne pas le compromettre. Bon, vous voyez la scène. Je ne sais pas si elle est totalement à l'avantage de Ferdinand de Lesseps, parce qu'il est donc européen, le chamelier est probablement égyptien, il est dans son pays, donc maintenant des lectures récentes pourraient donner à penser que ce n'était pas tout à fait la manière de le traiter, mais enfin, je ne détaille pas la suite, mais Lesseps eut ses 60 chameaux, en réalité d'ailleurs des dromadaires. Passons au second incident, encore plus proche d'un western. La scène se passe près de Tel el-Kébir, au nord-nord-est du Caire, alors que Lesseps est sous sa tente, son drogman, c'est-à-dire son interprète, vient lui annoncer qu'un officier turc du nom d'Abderrahmad Efendi suit leur caravane avec une 50aine de bachibouzouk. Ce sont des cavaliers mercenaires de l'armée turque et pas seulement des insultes du capitaine Haddock, et de bédouins armés, et que ceux-ci ont capturé ces bourriquiers. Ces bourriquiers, je pense que ce sont les âniers, en réalité, mais c'est aussi des bourriques. Lesseps va trouver l'officier turc, le traite de bandit et fait libérer les prisonniers. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. L'officier continue à faire suivre la caravane de Lesseps jusqu'à Coraïne, où le drogman se voit refuser les approvisionnements nécessaires à la caravane. Il en rend compte à Lesseps, qui comprend qu'il s'agit encore d'une manigance de cet officier turc, qui a persuadé les cheikh locaux de ne pas les fournir en provisions. Lesseps les invite à prendre le café sous sa tente, conformément aux usages orientaux, et bien entendu, les cheikhs ne peuvent pas refuser. Lesseps leur montre son pistolet à 6 coups, donc un revolver en réalité. Je ne sais pas le type de revolver, si c'est un Lefaucheux français ou un Colt 1851 américain. En tout cas, c'est un modèle assez récent pour étonner les cheikhs qui sont des grands amateurs d'armes. Il fait ranger à distance, probablement à 30 mètres environ, parce qu'à 50 mètres, on ne peut plus viser avec un appareil de ce genre, 6 bouteilles, il tire et il les brise toutes. Il leur tient alors ce discours. « J'ai appris que c'est cet officier turc qui vous a ordonné de nous refuser toute provision. C'est un imposteur qui n'agit pas conformément aux ordres du vice-roi. J'ai avec moi 20 compagnons qui tous
tire mieux que moi. Je pense que c'est un mensonge et qu'il tirait mieux que les autres, mais ça ne fait rien. Toute ombre rôdant dans le désert autour de notre caravane sera tenue pour une gazelle et sera notre cible. Personne ne continua à suivre la caravane qui continua sa route vers Kantara. Voilà pour les incidents sur le terrain qui nous montrent un Lesseps déterminé et presque un cow-boy du désert. Alors, j'en viens maintenant au premier coup de pioche. Je crois que j'ai une image. Ce coup de pioche a fait l'objet d'un communiqué qui est tout à fait lisible, qui a été établi sur un papier pelure et diffusé en grand nombre. Et je dispose d'une de ces pelures. Je n'ai là qu'une photocopie parce que c'est très fragile. Et vous l'avez, je ne suis pas sûr que vous puissiez la lire parce que c'est quand même pas très, très gros. Et ce premier coup de pioche, il est organisé sur le littoral entre le lac Benzalé et la mer Méditerranée. La délégation qui comprend des membres du conseil d'administration, des ingénieurs du projet et de l'entreprise Ardon et d'une 150aine de personnels, ingénieurs, marins et travailleurs et ouvriers. Donc, en grande cérémonie, commence, tout le monde prend une pioche et commence à creuser la rigole qui préfigurera le canal à l'endroit où il débouche, qui s'appelle déjà Port Saïd. Alors, de la part de Ferdinand de Lesseps, là, c'est lui qui attaque. Et c'est une provocation de sa part, provocation à la fois vis-à-vis de la Turquie et vis-à-vis de l'Angleterre. Et cette provocation aura très rapidement des résultats, en ce sens qu'ils ne sont pas très favorables au canal, mais il fallait bien montrer au conseil d'administration et aux actionnaires qui venaient de souscrire en fin 1858 que les travaux allaient commencer. Et donc c'est le but de ce premier coup de pioche, dans lequel d'ailleurs Ferdinand de Lesseps rend hommage bien entendu à Saïd Pacha, parce qu'il n'oublie jamais de faire pas amende honorable, mais enfin de mettre en avant Saïd Pacha comme étant le promoteur réel du projet. Et donc, à la suite de cette provocation, et quelques jours après d'ailleurs, le grand vizir, c'est-à-dire le premier ministre du sultan, adresse le 12 mai une lettre enjoignant de suspendre les travaux. Cette lettre n'aura pas beaucoup de suite parce que les consuls ne donnent pas suite aux injonctions qui leur sont faites. Ferdinand de Lesseps continue à dire que ce sont des travaux préparatoires et des études préparatoires et que par conséquent ça n'appelle pas une approbation du sultan. C'est jouer sur les mots, c'est faire preuve d'un peu de mauvaise foi aussi, mais enfin c'était de la mauvaise foi pour une bonne cause, alors on l'accepte. Et comme ça n'a pas beaucoup d'effet, le 19 septembre, nouvelle lettre vizirielle plus ferme encore, portée au vice-roi par son représentant à Constantinople. Saïd Pacha se voit contraint de demander à tous les consuls européens d'Égypte de retirer du chantier leurs ressortissants. Saïd Pacha et Ferdinand de Lesseps affecteront même d'être brouillés. Ça n'est pas vrai du tout, mais ils sont brouillés. Heureusement, le 13 septembre, Lesseps a fait adresser par son conseil d'administration un appel au secours à Napoléon III. Ce dernier se décidera enfin à donner des instructions à son ambassadeur Touvenel à Constantinople. Nous en parlerons sur un autre front, celui de Constantinople et ensuite d'ailleurs celui de Paris. Alors, dernier point du front de l'Égypte, c'est cette question de l'interdiction du travail forcé. C'est un point qui mériterait une conférence à lui tout seul. Je parle de travail forcé pour ne pas parler de corvée,
Vous savez que la corvée, ça existait en France d'ailleurs aussi, que c'était une sorte d'impôt non pécuniaire qui a duré pratiquement jusqu'à la Révolution française. Et en Égypte, c'était couramment utilisé, mais principalement d'ailleurs pour les ouvrages hydrauliques. En fait, les Anglais, qui n'ont pas hésité à recourir en Égypte pour leurs travaux de chemin de fer au travail forcé, font mine de trouver cette pratique immorale, comme si c'était une sorte d'esclavage, lorsqu'il s'agit du canal. Ils obtiennent du sultan qu'il ordonne au vice-roi d'y renoncer par une note du 6 avril 1863. Bien avant, en réalité, les Lesseps avaient eu recours à d'autres travailleurs que les fellahs égyptiens, notamment des Syriens, et de plus, la mécanisation engagée pour les dragages en eau profonde ne permettait pas d'employer des fellahs. On ne peut pas faire creuser à 8 mètres de profondeur, sauf à faire des épuisements très coûteux. Il faut savoir que dans l'article 2 du cahier des charges de début 1856, il y avait une clause qui obligeait Ferdinand de Lesseps à utiliser pour les 4/5 des effectifs ouvriers des fellahs. C'était d'une part pour faire travailler des travailleurs égyptiens et d'autre part pour éviter une invasion de travailleurs étrangers. C'est comme à peu près la position de l'Égypte vis-à-vis des Gazaouis, si vous voulez. C'est du même genre. Donc, et un règlement du 20 juillet 1856, donc à postérieur de quelques mois, fixait toutes les conditions d'emploi de ces travailleurs forcés, entre guillemets, que le vice-roi s'était engagé à fournir au chantier. Et il faut savoir que, bien évidemment, c'est du travail forcé, mais c'est du travail forcé rémunéré, et rémunéré dans des conditions qui étaient justement précisées par ce règlement. Alors, ce travail forcé sera interdit et la compagnie reçut une compensation financière pour cette modification du cahier des charges initial. Je vous montre maintenant un tableau d'un peintre contemporain égyptien, enfin un peintre du XXe siècle, qui s'appelle Abd al-Had el-Ghazar, et qui veut montrer, je ne sais pas si vous le voyez bien, parce qu'il est un peu ton sur ton, l'atrocité, en quelque sorte, de ce travail forcé. Et c'est à mettre en regard de la déclaration du président Nasser, qui, en 1956, nationalise la Compagnie du Canal et parle de 100 000 morts sur le chantier, chiffre qui n'a jamais été atteint. Il s'agit plutôt de quelques milliers, peut-être un peu plus, parce qu'il y a eu une épidémie de choléra en 1865 qui, évidemment, a augmenté le nombre de morts. Mais Ferdinand de Lesseps avait désigné un médecin, le docteur Aubert Roche, qui a organisé le service de santé sur le canal dans des conditions peut-être pas contemporaines, mais assez satisfaisantes, avec la création d'hôpitaux, de relais des hôpitaux, etc. Alors j'en viens maintenant au front de Londres. Alors c'est évidemment très différent, parce que vous voyez, en Égypte, ce sont les travaux, c'est le désert, etc. Et le front de Londres, il va se passer surtout aux communes, à l'Assemblée des communes. Alors là, vous avez donc l'indication des quelques points que je vais traiter, c'est-à-dire la campagne d'information, l'invitation de Lesseps chez les Palmerston, un premier débat à la Chambre des communes, une déclaration de Lord Palmerston qui aura une incidence sur les séjours de Ferdinand de Lesseps en Turquie, et puis un deuxième débat à la Chambre des communes. Je vous montre une image qui est celle de la reine Victoria, peinte par Winterhalter. Ce peintre, né en 1805, comme Lesseps, est mort à 68 ans, est allemand. Il travaille en France à partir de l'âge de 29 ans, mais pas seulement en France, et atteint très vite une notoriété internationale. C'est le peintre des têtes couronnées. Ma reproduction n'est pas très bonne, mais je peux vous assurer que c'est vraiment un tableau magnifique.
je reviens, je vous laisse le temps de le contempler, et je reviens au front de Londres. Alors, dès l'accord donné par Saïd Pacha à Lesseps, celui-ci est conscient de l'opposition persistante de l'Angleterre. Aussi décide-t-il d'entreprendre en 1857, alors que la Compagnie universelle a été constituée au début de 1856 et qu'il en est le président, et par conséquent qu'il est entitled, comme diraient les Anglais, à faire ces démarches. Il entreprend une campagne d'information au Royaume-Uni. À l'époque, ce genre de campagne à propos d'un projet était une véritable novation, et ça montre aussi encore la modernité de Lesseps. Alors, cette campagne d'information commence à Londres, le 24 avril 1857. Elle se passe successivement en Angleterre, en Irlande et en Écosse. Et je vous passe le compte-rendu de la première réunion pour ne pas alourdir cet exposé. Et elle se poursuit ensuite tout au long de 16 meetings. Dans toutes les réunions, les participants, responsables politiques des villes ou membres des milieux d'affaires, confirment à l'unanimité leur vif intérêt pour le projet présenté par Lesseps. C'est un véritable triomphe. Mais de retour à Londres, avant la dernière réunion de Londres, Lesseps reçoit une invitation de Lady Palmerston. Lord Palmerston l'accueille sur le seuil avec ces mots « Eh bien, vous êtes venu nous faire la guerre chez nous. » Donc, c'est la guerre. Vous avez passionné l'Angleterre, alors je crois que ça veut dire vous avez excité les passions en Angleterre. Ça n'est pas le verbe passionner au sens d'être passionnant en l'occurrence. L'Irlande et l'Écosse, en agitant la question du canal de Suez. Vous savez que je suis très franchement opposé à votre projet. Alors, suite une conversation un peu plus courtoise, où Ferdinand de Lesseps lui dit « Oh, vous savez, moi je sais que les projets qui aboutissent, ce sont ceux qui ont le plus d'opposition. Donc c'est très bien. » Et Lord Palmerston lui répond oh, « Je suis content que vous le preniez comme ça. » Alors, un ultime meeting se termine à Londres le 24 juin par une résolution en faveur du projet. Il sera suivi le 7 juillet 1857 d'un débat à la Chambre des communes. À une question de Mr. Berkeley, ou Sir Berkeley, je ne sais pas quel est son titre exact, député de Bristol, Lord Palmerston répond par une charge violente contre le projet. Alors, il faut bien l'écouter. Et à la Chambre des communes, on dit « oyez, oyez ». Alors, oyez, oyez. Dans les 15 dernières années, le gouvernement de Sa Majesté a usé de toute l'influence qu'il possède à Constantinople et en Égypte pour empêcher que ce projet fût mis à exécution. C'est une entreprise qui, je le crois, au point de vue commercial, peut être jugée comme étant au rang de ces nombreux projets d'attrape qui, de temps en temps, sont tendus à la crédulité des capitalistes gobe-mouches. Je pense qu'il est physiquement impraticable, si ce n'est par une dépense qui serait beaucoup trop grande pour garantir aucune espérance de rémunération. L'évidente tendance politique de l'entreprise est de rendre plus aisée la séparation de l'Égypte et de la Turquie, en mettant un fossé. Elle est fondée aussi sur des calculs éloignés concernant un accès plus aisé vers nos possessions indiennes. C'est une intervention intéressante car Lord Palmerston, en quelques phrases, se lâche, si j'ose dire, et dévoile bien le fond de sa pensée. Pour lui, c'est la présence de la France en Égypte sur la route de l'Inde qui le dérange. En même temps, il n'est pas loin de traiter publiquement Lesseps d'escroc. Cependant, questionné à nouveau au Parlement le 14 août 1857 par William Gladstone, Lord Palmerston fit une réponse un peu différente et presque contradictoire. Le motif principal et le seul que nous ayons fait valoir auprès du gouvernement turc pour ne pas accepter le plan proposé, ce n'est pas le dommage causé à l'Angleterre, mais le dommage à la Turquie, le danger de porter atteinte à l'intégrité de l'Empire ottoman.
Prenant volontairement au pied de la lettre cette déclaration qui semblait signifier que la décision dépendait de la seule porte, la sublime porte, Lesseps décida de faire un second déplacement à Constantinople. Nous le verrons plus loin. Le premier débat n'avait pas fait l'objet d'un vote à la Chambre. Le correspondant de Lesseps à Londres, M. Lange, en concertation avec Lesseps et un parlementaire représentant de Sheffield, Mr. Raybuck, provoqua un débat aux communes qui fut programmé le 1er juin 1858. Ferdinand de Lesseps avait prévu d'assister au débat. Il en fut malheureusement empêché, parti de Constantinople le 19 mai pour Marseille sur le méandre des messageries maritimes. Son bateau, au sortir du détroit de Messine, fut pris dans une tempête, cassa son hélice et fut au risque de naufrager sur la côte pendant 3 jours, faisant courir à tous un risque mortel. C'est un détail de l'histoire, mais je le cite parce que ça veut dire qu'au fond, il aurait pu disparaître à ce moment-là et le canal avec lui. Heureusement, un petit vapeur du service postal eut le courage de remorquer le méandre jusqu'au port de Figari en Sardaigne. Chance et malchance, Lesseps a la vie sauve, mais impossible pour lui d'être à Londres le 1er juin. Le débat se tint tout de même, bien évidemment. Il dura près de 2 heures et comporta une douzaine d'interventions. Je ne vais pas vous prendre ces 2 heures pour vous expliquer le détail, même si c'est extrêmement intéressant. La motion introduite par l'honorable Raybuck est un peu alambiquée. La Chambre est d'avis que le pouvoir et l'influence de ce pays ne doivent pas être employés pour obliger le sultan à retenir son assentiment au projet du percement d'un canal à travers l'isthme de Suez. Et Mr. Raybuck présente cette motion par un long exposé des motifs. Je vous cite la seule première phrase. « La motion que j'ai proposée n'a rapport en apparence qu'à l'exécution d'un canal, mais en réalité il s'agit de l'honneur et de l'intérêt de l'Angleterre. Il me semble que l'on sera d'avis que l'honneur de l'Angleterre a été sacrifié, que son grand nom a été traîné dans la boue et que nous nous sommes conduits d'une manière égoïste et basse relativement à cette question. » Si je cite cette phrase, c'est pour montrer la passion de ce débat et l'affrontement entre les partisans du projet et les opposants au projet. La motion était bonne, mais la présentation qui en fut faite était sans doute un peu maladroite, trop longue. Elle donnait l'impression aux députés qu'on leur demandait l'approbation du projet, alors qu'on leur demandait seulement de s'abstenir, de l'abstention en quelque sorte. De plus, l'orateur s'était laissé aller à accuser à mots couverts l'honorable Lord Palmerston, qui, si mes calculs sont exacts, avait 73 ans, de se comporter comme une vieille femme pleine de lubies. C'était trop. Lord Palmerston redit sa conviction que le projet était la plus grande duperie qui ait jamais été proposée à la crédulité et à la simplicité des gens de son pays. Il soutint, contrairement à toutes ses déclarations précédentes, que l'Angleterre n'avait jamais exercé de contrainte morale sur le sultan pour l'empêcher de donner son approbation, et le chancelier de l'Échiquier, c'est-à-dire le ministre des Finances, renchérit sur ce dernier point avec la plus grande mauvaise foi. Donc vous voyez dans les déclarations successives de Lord Palmerston des évolutions, mais toujours il se contredit lui-même au fur et à mesure de ses déclarations. Monsieur Raybuck, alors je vous passe les autres déclarations, certaines pour, d'autres contre, la plupart contre. Mr. Raybuck tira la conclusion de ces échanges en disant que les politiques anglais étaient très désireux de proclamer en toute occasion l'alliance avec la France comme une relation cordiale et honnête, mais qu'ils n'avaient entendu dans cette assemblée que doutes, défiance et soupçons. Le vote sur la motion donna 62 pour, c'est-à-dire ne pas intervenir auprès du sultan, et 290 contre. Vous voyez l'ambiance. Elle était donc rejetée à une très large majorité
il était clair que le gouvernement anglais, fort de ce vote, ne reviendrait pas sur sa position hostile au projet, et la conclusion que tira Lesseps de cet échec fut qu'il fallait de l'avant et créer une situation de fait accompli, c'est-à-dire continuer les travaux malgré l'absence du firmament d'approbation du sultan. C'est un peu comme quelqu'un qui construit une maison sans permis de construire, donc il faut être conscient de l'audace dont faisait preuve Ferdinand de Lesseps. Alors je vais passer au front de Constantinople. Il y a 4 fronts, donc prenez patience, nous en sommes déjà au 3e. Donc, ce front de Constantinople, en fait, détaille les 5 séjours que Ferdinand de Lesseps a passés à Constantinople pour obtenir ce firmament. J'ai calculé que ça faisait 270 jours, et si on y ajoute l'aller et le retour pour aller à Constantinople, ça fait à peu près une année. Donc, sur les 15 ans de combat, il en a passé un à Constantinople pour essayer d'obtenir ce firmament. Alors, je vous montre à ce stade une image qui représente donc ce roman « Une idylle ottomane au temps de la réalisation du canal de Suez » que j'ai écrit et qui est sorti aux éditions de l'Harmattan il y a quelques mois, mais un petit nombre de mois. Ce roman historique se passe à Suez dans les années 66-69, 1866-1869, et à Constantinople dans les années 1856 à 1861. Il y a quelques années, j'ai trouvé dans le grenier de ma maison familiale en Gironde un carton plein d'archives sur un officier de marine toulonnais, Auguste Garbeyron, qui termina sa carrière comme inspecteur des phares ottomans. Il fut aussi à Constantinople le correspondant de la Compagnie universelle de 1856 à 1861, et sa fille Noémie, qui avait une belle écriture, elle avait été à la Légion d'honneur, servit de secrétaire à son père, ainsi qu'à Lesseps lors de ses séjours en Turquie. Je dois dire que j'ai un peu procrastiné face à ce carton et j'hésitais un peu à me plonger dedans. Il n'était pas très grand d'ailleurs, mais enfin il contenait beaucoup de papier. Et c'est Philippe Joutard, historien connu, et qui avait des liens forts avec l'association du souvenir de Ferdinand de Lesseps, qui m'a fait la leçon. Il m'a dit que c'était pas bien, donc je me suis plongé. J'ai donc écrit ce livre pour mettre en valeur ces archives qui comprennent non seulement des lettres inédites de Lesseps et de Ruysnaers, son bras droit à Alexandrie, lettres adressées à Auguste Garbeyron, mais aussi toutes les minutes des rapports que Garbeyron envoyait chaque quinzaine à la Compagnie universelle sur la situation en Turquie relativement à ce projet. Cette deuxième slide vous montre le signe du sultan. Il figure d'ailleurs sur la couverture du livre. C'est comme l'équivalent d'un sceau. Il est apposé sur toutes les décisions importantes du sultan. On l'appelle le tout gras. Je le montre notamment pour des raisons esthétiques, parce que je trouve que cette écriture turque, et c'est donc un signe qui est propre à chaque sultan. Donc on en change quand le sultan change. En style ottoman, j'ai pioché ça dans un document de décoration. C'est le signe noble et élevé de la puissance souveraine, le resplendissant chiffre impérial, conquérant du monde. C'est un ordre donné de notre résidence impériale de Constantinople, l'a bien gardé. On trouve le lyrisme oriental. Et c'est ce que Lesseps vient chercher dans cette capitale lors de chacun de ses séjours. Alors, je vais quand même vous parler de ces séjours qui sont importants. Certains le sont davantage que d'autres. Le premier séjour, 12 février 2 mars 1855, c'est donc à quelques semaines de la première concession de novembre 58. Ferdinand de Lesseps, après la concession, le premier document de concession,
organise les choses. Le vice-roi met à sa disposition 2 ingénieurs des ponts et chaussées, Mougel et Linan de Belfond, qui avaient beaucoup travaillé sur l'idée du projet. Et avec eux, il parcourt l'isthme. Et Ferdinand de Lesseps, d'ailleurs, dans un document écrit, un roman un journal qui est peu répandu, raconte ce premier voyage dans l'isthme. Mougel est à cheval sur un âne parce qu'il ne veut pas monter sur un chameau. Les autres sont sur des chameaux, ils vont un peu plus vite. Ils sont soumis à des tempêtes, ils sont sous la tente s'abat, Ferdinand de Lesseps tient le poteau de la tente dans ses mains pour éviter qu'elle s'abatte complètement. Enfin, c'est tout un roman que je n'ai pas le temps de vous raconter davantage. Et alors, il arrive donc à Constantinople assez rapidement. Il est tout feu, tout flamme. Au fond, il a reçu la concession, ça se passe bien, il a visité le site, et là, il est bien reçu par le sultan, Abdülmecid Ier, par le grand vizir, Reşid Pacha, mais dans l'ombre, Lord Stratford de Redcliffe, l'ambassadeur d'Angleterre, veille. Il est ambassadeur depuis 1841, alors que nous sommes en 1855. Il a créé un réseau de personnes de toute nationalité qu'il a stipendiées, qui défendent ses positions. Il est vraiment... Et alors, il va tout simplement faire quelques manœuvres dilatoires en conseillant au gouvernement turc de demander des renseignements supplémentaires, mais il les fera demander au bout d'un mois, au moment où justement Ferdinand de Lesseps doit repartir, et par conséquent, il repart avec une lettre du vice-roi mentionnant que sa demande est à l'étude par le divan. Le divan, c'est le Grand Conseil ou le Conseil des ministres de la Sublime Porte, et il est très dépité. Ferdinand de Lesseps, il était là mandaté par le vice-roi, donc comme s'il était vraiment presque le vice-roi lui-même, et ça ne marche pas. Alors le second séjour, fin 1857, début 1858, est plus long, 5 mois et demi, et plus intéressant. Comme on l'a vu, il est motivé par une déclaration de Lord Palmerston qui signifie que la décision d'approbation des travaux est du seul ressort de la Porte. En fait, c'est une blague de Palmerston, mais c'est comme ça. Et à partir du 15 décembre, Lesseps, accompagné du drogman de l'ambassade, rend visite au grand vizir, au ministre des Affaires étrangères, au président du Tanzimat, l'organisme de réforme de la Turquie, au président du Conseil d'État. À chaque visite, le drogman exprime de la part de l'ambassadeur Touvenel l'importance que le gouvernement français attache au succès des négociations avec la Porte. C'est un appui modéré. Le 24 décembre 1857, Lesseps a une conférence de 2 heures avec le grand vizir dans sa résidence sur le Bosphore, dans un yali. Et Ferdinand de Lesseps dit dans ses lettres, c'est toujours plus agréable de faire des négociations un peu à l'amiable dans cette campagne sur le Bosphore. Et au retour, sur le vapeur qui les ramène à Pera ou à la ville turque, Reşid Pacha lui fait la promesse formelle d'une décision de la Porte en faveur du canal. Lesseps nous dit qu'il en fut lui-même étonné, et donc le 29 décembre, il adresse officiellement le mémorandum demandant l'autorisation du sultan. Coup de tonnerre, le 7 janvier, on apprend la mort de Reşid Pacha. Alors qu'il paraissait en excellente santé, il avait bu une tasse de café et avait été pris sitôt après de vomissements et de convulsions avant d'expirer. Le sultan nommera une commission de médecins européens qui conclura à une mort naturelle. Mon héroïne, Noémie, n'est pas d'accord. Elle mène discrètement une enquête et elle découvre quelques indices qui la persuadent que le grand vizir a été assassiné
sur ordre de Lord Stratford, ambassadeur d'Angleterre sur le départ. Elle avait en effet, d'une ultime réunion d'adieu entre ces deux personnages, l'ambassadeur qui s'en va et le grand vizir qui a toujours été perçu comme étant, pas à la solde, mais en tout cas sous l'influence de l'ambassadeur d'Angleterre. Ils se quittent. L'ultime réunion entre les deux personnages n'a pas de témoin, mais lorsqu'ils se séparent, il y a un témoin. L'ambassadeur embrasse le grand vizir en lui disant au revoir, et Réchid Pacha l'embrasse aussi, lui répond adieu d'un air sinistre. Comme si le grand vizir savait le risque qu'il avait pris en confiant à Lord Stratford sa nouvelle détermination en faveur du projet de canal, et Noémie a cette terrible conviction que c'est l'ambassadeur d'Angleterre qui a assassiné le grand vizir. Bien entendu, je me garde de reprendre à mon compte cette déclaration, et d'ailleurs Ferdinand de Lesseps ne l'aurait pris pas non plus à son compte. Sans se décourager, Lesseps reprend contact avec le nouveau grand vizir, Ali Pacha, qui est un homme instruit et honnête, mais connu pour son absence de toute initiative. Il réitère sa demande, ne reçoit pas de réponse et finit par repartir bredouille le 19 mai 1858, après avoir pris un peu de repos à Brousse pendant une dizaine de jours. Le troisième séjour, je ne vais pas le prendre en longueur parce que, en fait, c'est de nouveau un contact avec Ali Pacha, le grand vizir, et Ali Pacha confirme que tant que l'affaire n'est pas éclaircie du côté anglais, il est peu probable qu'une autorisation officielle soit délivrée par le gouvernement ottoman. Donc, Ferdinand de Lesseps n'insiste pas, il conclut de ses entretiens qu'il faut s'en tenir à l'accord tacite de la Porte et ne plus perdre de temps en négociations inutiles avec les Turcs. Heureusement, le quatrième jour sera plus décisif. Le conseil d'administration de la Compagnie universelle, après une année 1859 marquée par 2 lettres vizirielles demandant l'arrêt des travaux, a adressé une pétition à l'empereur Napoléon III qui se décide enfin à faire donner des instructions à l'ambassadeur de France auprès de la Sublime Porte pour qu'il défende les intérêts des actionnaires de la CUCMS, de la Compagnie universelle, et qu'il contrecarre l'action du nouvel ambassadeur anglais, Lord Bulwer. C'est Lesseps d'ailleurs qui apportera ces instructions à l'ambassadeur en arrivant à Constantinople le 20 novembre 1859, et le combat s'engage désormais entre les deux ambassadeurs, Touvenel d'un côté et Lord Bulwer de l'autre. Le divan se réunira 16 fois pour parvenir à définir la position turque. Et chaque fois, après chaque séance, chacun des deux ambassadeurs est renseigné sur la manière dont ça se passe, sur le côté vers lequel ça penche, par les ministres qui sont un peu leurs obligés, ou qui d'une certaine manière. La 16e séance, tenue le 20 décembre 1859, est la bonne et permet d'arrêter la position turque. Elle est maintenue malgré un changement de grand vizir le 23 décembre. Je n'ai pas très bien saisi dans toutes ces études les rapports entre le sultan et le grand vizir. Le grand vizir, qui est une sorte de premier ministre, c'est quand même lui qui détermine la politique, encore peut-être plus qu'en France. Mais le sultan, en tout cas, a un pouvoir, c'est de changer le grand vizir. C'est-à-dire quand il n'est pas content, il le change. Donc là, bien qu'il soit très content d'ailleurs de ces 16 séances du divan, le sultan change de grand vizir, mais ça ne change rien aux délibérations du divan. Et le nouveau grand vizir, dont le nom est un peu compliqué, donc je
j'en fais l'économie, confirme à lesseps que la Porte tient pour profitable à l'Empire ottoman la réussite du projet de canal, mais qu'elle demandera également aux puissances amies de s'entendre sur les questions politiques qui pourraient résulter de la construction du canal, tant vis-à-vis de l'Égypte que de l'Europe. C'est donc un demi-succès, mais c'est un succès tout de même qui permet à la Compagnie universelle de reprendre les travaux en étant à l'abri d'une nouvelle lettre vizirielle demandant leur arrêt. Il reste des problèmes à régler, sort du canal d'eau douce, superficie des terrains concédés à la Compagnie, travail forcé, mais les travaux repartent, c'est l'essentiel. Le dernier séjour de lesseps à Constantinople, assez court, en 1865, est simplement destiné à donner des informations au nouvel ambassadeur, le marquis de Moustier, toujours dans une période où on attend le firman. Et d'ailleurs, Ferdinand de Lesseps, au cours de ce voyage, écrira au vice-président de la Compagnie « On peut considérer comme étant acquis le firman du sultan ». En réalité, il ne sera délivré en fait qu'en mars 1866, parce que les Turcs savent très bien faire attendre. Je passe maintenant au front de Paris. C'est le dernier, je vous rassure. Je vous montre, donc, je détaillerai les 5 points qui sont sur cette slide et que vous pouvez lire. Et je vous montre à la slide suivante le portrait d'une personne qui a joué un rôle important depuis Paris dans cette affaire. C'est l'impératrice Eugénie de Montiro, la femme de Napoléon III. Elle l'a épousé en 1853, alors qu'elle était considérée comme déjà vieille. Elle avait 27 ans et Napoléon III en avait 45. Elle a beaucoup aidé Lesseps, dont elle est une petite cousine, en lui facilitant les contacts avec son mari. La mère de Lesseps, Catherine de Grévigny, de nationalité espagnole, est en effet une grande tante d'Eugénie. Donc, tableau de Winterhalter, également de grande qualité. Je crois qu'il a été reproduit par différents artistes en 400 exemplaires. Donc, ça explique qu'on le trouve un peu partout. Deuxième tableau, eh bien, c'est naturellement Napoléon III, le voilà en majesté, l'empereur des Français. Il est né le 20 avril 1808, il est mort en 1873 au Royaume-Uni. C'est le fils du plus jeune frère de Napoléon Ier, Louis Bonaparte, et d'Hortense de Beauharnais. Napoléon III, bon, vous le connaissez tous, il passe pour un peu hésitant, un peu secret. Son parcours pour prendre le pouvoir a été compliqué, comme chacun sait. Il affecte en tout cas d'être proche de la reine Victoria, et la reine Victoria affecte d'être proche également de Napoléon III. Et ce qui explique la première anecdote que je vais vous raconter. Dès 1855, donc juste après l'octroi de la première concession, le gouvernement anglais a fait pression sur le gouvernement français pour empêcher la construction du canal. Même la reine Victoria s'en était inquiétée personnellement auprès de Napoléon III, et l'empereur s'en était sorti en répondant que, s'agissant d'un projet privé, il n'avait pas la possibilité d'intervenir. Et donc c'est la position à laquelle il sera tenu pendant un certain temps, puisqu'il a raconté ça à son amie la reine Victoria. Une lettre de l'impératrice, donc Eugénie, adressée à Ferdinand de Lesseps, une sorte de grand-oncle, datée de l'été 1855, témoigne de cette situation. Alors je n'ai jamais eu la lettre dans les mains, mais j'en ai eu un petit extrait, celui que je vais vous lire. L'empereur, son mari, me charge de vous dire qu'il faut renoncer à notre chimère. La poursuivre, ce serait déchaîner la guerre entre l'Angleterre et la France. Encore ce mot de guerre. Adieu notre beau rêve. Alors j'aime beaucoup ces 3 lignes parce que, d'abord, Ferdinand de Lesseps n'a pas suivi les suggestions d'Eugénie, mais en plus, penser que l'impératrice et Ferdinand de Lesseps ont en commun ce beau rêve, ça montre cette sorte d'intimité qui existe entre eux deux, elle qui est impératrice, lui qui ne l'est pas, mais lui qui a 21 ans de plus qu'elle, et donc qui est comme, pas un ancêtre, mais en tout cas un parent plus âgé qu'elle.
Donc un projet privé, ce sera donc la position officielle de Napoléon III pour ne pas intervenir, ce qui ne l'empêchera pas de dire à Lesseps en 1856, donc l'année suivante, « Lorsque vous serez très fort, tout le monde vous soutiendra, moi le premier ». Quand la société étant constituée et financée, le conseil d'administration de la Compagnie universelle, alarmé par une lettre vizirielle ordonnant l'arrêt des travaux, lance le 13 septembre un appel au secours à Napoléon III, j'en ai déjà parlé, celui-ci sort de sa réserve. Il reçoit à Saint-Cloud, le 23 octobre 1859, les membres du conseil d'administration, c'est-à-dire en fait 24 personnes, je crois qu'ils étaient même en tout 27, Lesseps en tête. L'empereur s'adresse à lui. « Comment se fait-il, monsieur de Lesseps » il a l'air de le gronder. « Comment se fait-il, monsieur de Lesseps, que tant de monde soit contre votre entreprise ?» Il ne se laisse pas décontenancer et il lui répond « Sire, c'est que tout le monde croit que votre majesté ne veut pas nous soutenir. » Et effectivement, dans les négociations à Constantinople, un des arguments de l'ambassadeur d'Angleterre, c'est « Vous voyez, l'empereur n'intervient pas, ça prouve bien que ça n'intéresse pas. » L'empereur, roulant alors dans ses doigts le bout de ses longues moustaches, j'aurais dû me mettre des moustaches, comme il a l'habitude de le faire lorsqu'il réfléchit, ajouta après quelques secondes de silence, 1, 2, 3, 4, 5, bon, j'arrête. Eh bien, soyez tranquille, vous pouvez compter sur mon appui et ma protection. En soulagement du conseil d'administration. L'empereur, à la suite de cette entrevue, fait envoyer à l'ambassadeur de France à Constantinople, comme on l'a vu, l'instruction de soutenir le projet auprès du divan pour contrecarrer l'influence anglaise. On a vu le résultat de cette intervention discrète mais efficace. La Turquie déclare officiellement son intérêt pour le projet, sans toutefois envoyer le firmament souhaité. Les problèmes subsistent, comme j'ai dit, la corvée ou le travail forcé, la propriété du canal d'eau douce, la superficie des terrains strictement nécessaires à l'exploitation du canal, les indemnités dues à la Compagnie universelle en cas de changement des conditions initiales. Il serait fastidieux de relater tous les travaux et toutes les négociations pour traiter de ces questions. Sur la demande du Khedive et avec l'accord de la Porte, elles firent l'objet d'une sentence arbitrale de Napoléon III le 6 juillet 1864. Ces dispositions furent transcrites dans une convention d'abord entre Nubar Pacha et Lesseps, puis entre le vice-roi et Ferdinand de Lesseps. Elle sera signée le 22 février 1866. On est à 3 ans de l'inauguration. Pendant cette période de tractation, le président de la compagnie veille jalousement aux intérêts de la société qui éprouve des difficultés financières compte tenu de l'augmentation du coût des travaux. Le recours au travail forcé est supprimé, le canal d'eau douce est entièrement rétrocédé à l'Égypte, 60 000 hectares de terrain sortent de la concession, mais la société reçoit une compensation de 84 millions de francs, c'est une somme énorme, à verser par le gouvernement égyptien, et c'est de l'argent qui est bienvenu dans l'état des finances de la compagnie. Cependant, la signature du firmament par le sultan tardait à venir. On raconte qu'en 1865, lors d'une rencontre à Marseille, le grand vizir Fouad Pacha s'est étonné de l'indifférence manifestée par l'empereur Napoléon III à son égard. Celui-ci rétorqua par ces 2 mots « le firmament ». Il fut finalement signé le 19 mars 1866, 6 ans après le début officiel des travaux. Pendant toute cette période, plusieurs personnages s'illustrèrent à Paris, en bien ou en mal aux yeux de Lesseps. En bien, d'abord Théodore de Lesseps, frère aîné de Ferdinand, qui est directeur au ministère des Affaires étrangères. En bien également le prince Jérôme Napoléon, cousin germain de Napoléon III, nommé protecteur de la compagnie dès 1858, il visite le chantier en 1863, il préside le 11 février 1864 un immense banquet qui réunira 1600 convives en faveur du projet. Auguste Garberon, qui participera à l'organisation de ce banquet mémorable, reçut une lettre de félicitations de Lesseps. Alors en mal maintenant, Nubar Pacha et le duc de Morny.
Le premier est un personnage singulier. Il est le collaborateur proche de Saïd Pacha, puis du khedive Ismail Pacha. Il exprime du mépris à leur égard dans ses mémoires rédigés entre 1890 et 1894. Il est persuadé depuis le début que le canal est à l'origine de la perte d'indépendance de l'Égypte. Il signera cependant la première convention rectificative, mais il fait partie, avec le duc de Morny, d'une nouvelle conspiration inspirée par l'Angleterre visant à substituer à la Compagnie universelle d'actionnariat essentiellement français une compagnie financière à capitaux britanniques. Le duc, demi-frère de Napoléon III, en fait ce n'est pas un duc, mais enfin il est fait duc par Napoléon III, lui dit en 1863 « Ce bon monsieur de Lesseps s'engage dans une aventure financière impossible, il va ruiner les petits porteurs qui lui ont fait confiance. » Il réussit même au début dans son projet de se faire nommer médiateur pour régler les problèmes du canal. Heureusement, l'interception d'un courrier de Nubar Pacha dévoile les véritables motivations de ces deux personnages à la solde de l'Angleterre. Lesseps rencontrera Charles de Morny et lui aurait tenu ce discours qui est un témoignage d'hypocrisie diplomatique absolument fantastique. Il commence ainsi. « J'ai une trop haute opinion de vous, monsieur le duc. » En fait, il le méprise totalement. « Pour ne pas vous parler en toute franchise. » En fait, il va lui mentir. « Vous êtes la dernière personne qui, dans cette affaire, puissiez servir d'arbitre. Vous n'ignorez sans doute pas les bruits calomnieux d'après lesquels les adversaires du canal comptaient sur votre intervention pour faire réussir la campagne entreprise par Nubar Pacha. Vous voyez donc en présence de pareils bruits, alors là il ajoute, contre lesquels je n'ai cessé de protester, tu parles, et contre lesquels certainement vous vous indignez, ça c'est plus probable, la réserve de votre part semble devoir être une nécessité. » Le duc de Morny n'insista pas, mais il poursuivit ses relations avec Nubar et Lord Bulwer. Il mourut le 10 mars 1865, ce qui fait écrire à l'ambassadeur britannique, Lord Bulwer, à Constantinople, ce courrier qu'il adresse à son gouvernement. « Monsieur de Morny étant mort, nous n'avons plus aucun espoir de pouvoir changer la destination de la concession du canal. » Point final. Des quatre fronts. Alors, ma conclusion, si vous acceptez encore une conclusion. Tu veux bien ? Donc, qui a gagné, de l'Angleterre ou de Lesseps? Cela dépend du moment où on se place. Le jour de l'inauguration, c'est incontestablement Lesseps. Il a gagné, il est ovationné, décoré, remercié par toute l'Europe. Seule la Turquie boude un peu, mais c'est vis-à-vis du khedive. En 1875, c'est différent. Le khedive ruiné vend ses parts. 177 000 actions sur 400 000. La France hésite. Ferdinand de Lesseps voudrait qu'elle les achète. Un groupe français obtient une option de 92 millions de francs, mais ne lève pas l'option à temps. Disraeli prend feu. Il fait prendre contact avec la banque Rothschild pour obtenir 4 millions de livres. Elle accepte. En fait, Rothschild est en train de manger une grappe. Il crache la peau de son dernier raisin et il dit à l'émissaire de Disraeli « c'est d'accord ». André Mauroy, dans sa biographie de Disraeli, cite le petit mot que celui-ci, Disraeli, aurait adressé à la reine Victoria « Cela vient d'être fait. Vous l'avez, madame. » 4 millions de livres, ça doit représenter environ 500 millions d'euros. Et presque immédiatement, il n'y avait qu'une maison qui put le faire, Rothschild. Ils se sont conduits admirablement, ils ont avancé l'argent à un taux très bas. Et toute la part du khedive est dans vos mains, madame. La reine fut ravie. Mais comme le nombre de voix par actionnaire avait été limité à 10, quel que soit le nombre d'actions, le Royaume-Uni n'aura d'abord que 3 membres au conseil d'administration. Cependant, en 1882, suite à un violent mouvement xénophobe qui comporta l'assassinat d'un certain nombre de chrétiens, l'Angleterre, soi-disant pour défendre le canal,
prend pied militairement en Égypte et y restera jusqu'en 1956 sous la forme d'un protectorat, donnant finalement raison à Nubar Pacha qui prétendait dès le début que le canal, mais il l'écrit en 1890, c'est-à-dire après 1882, que le canal causerait la perte de l'Égypte. Alors, pour rester sur une note optimiste, j'aurais dû passer la conclusion, excusez-moi. Je vous montre le magnifique et bien connu tableau de Riou qui figure la cérémonie du premier jour, le 16 novembre, de cette inauguration qui en durera 5. Nous sommes à Port Saïd où attendent dans l'avant-port les quelques 70 navires qui vont parcourir le canal pour la première fois et qui sont tous sous pavillon, les 3 estrades dressées pour les personnalités et les deux religions musulmanes des religions musulmanes et catholiques sont couronnés de drapeaux et de pavillons qui claquent dans le vent. C'est ce que vous montre ce tableau. Pour ma part, j'ai voulu vous brosser le portrait d'un homme exceptionnel, persévérant, un peu roué, un peu madré, diplomate, grand entrepreneur aussi soucieux de l'avancement des travaux que de leur financement et de la communication avec toutes les parties prenantes, un homme hors du commun, assurément très en avance sur son temps, mais tout sauf un enfant de cœur. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté.